agression rwandaise. Bunagana, plus de 80 jours, est toujours sous les bottes de l'armée rwandaise, sous l'étiquette de ce tristement célèbre M23. Que cache la recette Obasanjo, l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, est donc venu proposer cette semaine à Kinshasa son plan dit des sorties de crise. Pourtant, c'était avec lui la médiation avec le même M23, donc l'armée rwandaise. Qu'est-ce qu'il amène de nouveau? Pour qui roulerait-il autour de cette table? Déjà, quelques invités pour en parler. Nixon Kambale, directeur du Centre pour la gouvernance. Bon retour à Kinshasa et bienvenue sur ce plateau. Merci Fabien. Vous avez été très espéré le vendredi passé, mais vous étiez en déplacement dans le Congo profond. Mulumba Freddy, journaliste et politologue, écrivain. Nous ouvrons ce débat. Nixon Kambale, croyez-vous en Obasanjo, le sage de l'Afrique, selon certains, un homme dont justement les services sont sollicités par l'Union, les Nations Unies et l'Union africaine. L'homme qui avait dansé avec Nkunda Batouare est revenu. Envoyé par qui et avec quelle recette exactement, alors que Nairobi et Luanda poursuivent leur cours, on peut dire, normal. Vous avez la parole. Merci Fabien pour l'invitation. Je vois le directeur Freddy qui est toujours intéressé par la question de l'Est. Et je suis content de participer à ce débat. D'entrée, je peux vous dire que d'abord, tout le monde, c'est une interrogation, tout le monde se pose la question, que va proposer, que peut encore proposer l'ancien président nigérien Obasanjo? Ce qu'il n'a pas pu faire il y a cela 14 ans, lorsque il a amené les négociations qui ont abouti à la signature de ce qui est devenu la référence du M23. Les gens doivent se souvenir d'une chose. La guerre qui est à l'Est, c'est pratiquement une guerre d'usure. Une guerre d'usure qui est concoctée non pas parce qu'on veut faire du bien aux Congolais, mais parce qu'on veut, si pas démietter le Congo, ou alors s'emparer du pouvoir en RDC. Lorsque la guerre éclate en 1996, beaucoup de gens se posaient la question, c'est quelle guerre, c'est quelle nature de guerre, c'est quoi, et ainsi de suite. Et lorsque le régime de Mobutu parlait de l'agression, les gens avaient du mal à y croire. Mais effectivement, il y avait un déficit de confiance au sein, à l'intérieur du pays, qui faisait que tout celui qui viendrait pour faire débarrasser le Congo de Mobutu, il était le bienvenu. Et c'est arrivé, mais malheureusement, le plat B, la face B de ce qui est arrivé, on ne la maîtrisait pas. Et c'est dans cette face B qu'on se retrouve aujourd'hui. Parce que lorsque l'AFDEL prend le pouvoir, personne ne pouvait croire encore qu'il y aurait une nouvelle guerre. Mais une année après, il y a une nouvelle guerre. On a essayé de maquiller la guerre à question, disant que c'est une guerre de rectification. On s'est demandé, vous voulez rectifier quoi? Parce que le régime qui vient d'être installé n'avait qu'une année. Et ça nous a amené évidemment à la réalité des choses. Quelle est la réalité? Lorsque les deux armées se tirent dessus à Kisangani, les gens ont commencé à comprendre qu'effectivement, le problème, ce n'était pas de libérer le Congo. Le problème, c'était comment accéder facilement aux riches ressources minières et naturelles de la RDC. Et là, les conclusions du panel des Nations Unies... Pierre Payan l'avait déjà annoncé, l'avait déjà dit, cette bande des démocrates à Washington est en train effectivement de faire son boulot dans les Grands Lacs avec un pillage systématique. Je venais de le dire, c'est avant midi à Thierry Michel, le réalisateur belge. On nous suit en direct sur YouTube, Banaboka Congo et Lukusa
Josué nous suit depuis la Tunisie, donc la capitale Tunis, et il salue la pertinence de la thématique et comment le plateau est composé. Vous terminez votre première prise de parole. Alors, lorsque on arrive à la signature de l'accord de Lusaka, les Congolais n'avons pas été très regardants, mais le piège se trouvait dans l'accord de Lusaka. On nous a amené dans une ambiance où on a scindé d'abord le conflit, on a prétendu qu'il y avait un conflit interne, et un conflit externe, et un conflit qui impliquait les pays de la région, alors que ce pays-là, OI a occupé la RDC pendant une année, lorsque l'AFDL a pris le pouvoir. Donc ils n'ont pas pu mettre fin à la menace sécuritaire qui avait justifié leurs premières activités militaires en RDC. Et nous sommes en 98, ils arrivent, ils occupent le pays, la partie est du pays, pendant autant d'années. Et nous signons l'accord de Lusaka. On demande à un gouvernement qui n'avait pas la même mise sur la partie où les criminels étaient actifs. Est-ce que vous ne pouvez pas nous épargner ce rappel historique non, qui est connu de beaucoup de gens quand même? Fabien, c'est important parce que on est dans la confusion totale. Partez d'Obasanjo. Oui, je vais arriver à Obasanjo. Première négociation avec les Rwandais d'M23. Il faut qu'on comprenne, Fabien. Si j'ai fait ce rappel-là, ce n'est pas parce que je ne vais pas arriver à Obasanjo. Je vais arriver à Obasanjo. Et je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. Parce que lorsqu'on signe, lorsqu'on commence l'intégration, il y a une brigade qui reste autonome, qui n'a pas été intégrée. La 85e brigade du RCD. Et c'est cette brigade-là qui va prendre, que Kunda va activer pour attaquer Bukavu en appui de Gilles Moutebutsi. En 2004. En 2004. Et nul n'était la mobilisation des Congolais, on était dans une troisième guerre, pratiquement. C'est la mobilisation des Congolais qui a arrêté cette aventure-là. Et que donc, quand Kunda se retire, il va former ce qu'il a appelé le CNDP. D'abord, un mouvement qui était pratiquement, qui était pour les intérêts d'une communauté. Et il a étendu ça. Pour que lorsqu'on arrive à la conférence de Goma, en 2008, il vient et toutes les prestations qu'ils avaient ont été vidées à la conférence. Mais le problème, c'est que lorsqu'on signe les actes d'engagement, il y a une différenciation. Qu'est-ce qu'il y avait motivé cette différenciation? On ne sait pas. Au SAM, on avait donné des avantages et rappel historique qui va nous bouffer du temps. Non. Ça va pas alors que j'ai posé une question quand même. Voilà pourquoi, et c'est là, quand la 98 ne marche pas, Kunda reprend les armes, Kunda menace de prendre Goma, et là Obasanjo vient. Et Kagame vante les mérites de Kunda Batouare et dit que ses revendications sont légitimes. C'est bizarre. Alors, Obasanjo arrive, Obasanjo négocie, et nous arrivons à l'accord du 23 mars 2009. Et curieusement, on nous fait une aventure, on fait semblant de retirer Kunda, on l'arrête. Encore, il faut vérifier s'il est arrêté effectivement. Au lieu de l'extrader comme exigeait l'accord tripartite, il est gardé et il s'accoule douce à Kigali. Et on nous amène Bosco. Bosco qui, il arrive, il est dans un commandement pratiquement parallèle du commandement de la région militaire. Des régions militaires, et du Sud Kivu et du Nord Kivu. Ah, le temps. Donc voilà le contexte. Alors, et lorsqu'on signe cet accord, nous sommes là, les M23 se rebellent. Nous sommes pratiquement à la énième tentative des M23, des fameuses M23, à pouvoir mener la guerre. On les défait, ils sont ressuscités. Alors, monsieur Kambale, que cache la recette au Obasanjo? Le dialogue avec ces criminels rwandais, ou c'est quoi exactement que Luanda et Nairobi n'a pas alors que les Kenyans viennent de rejoindre les Burundais sur notre salle. Oui, il n'a pas d'autre recette que la négociation. Et pourquoi ça? Parce qu'on reste croire que les revendications du M23 sont légitimes, alors que toutes les revendications ont déjà été vidées.
Freddy Mulumba, on va revenir à vous le temps d'équilibrer le plateau. Freddy Mulumba, on reproche justement certaines personnalités, certains experts, certains critiques reprochent à Obasanjo de rouler pour le compte des Américains, le compte de l'ONU et le compte de puissance avec des multinationales en toile de fond, et également de rouler pour Mo Ibrahim. Est-ce que c'est votre lecture personnelle? Vous êtes un homme très informé quand même. Oui, je pense que les parrains de la balkanisation est là. Ça fait plus de 14 ans que Obasanjo avait disparu. Donc, le parrain est de retour. Je pense que M. Kambal a tout expliqué comment Obasanjo, avec l'MCNDP, ont négocié avec le gouvernement. Ils ont signé un accord. Quand vous lisez cet accord, vous posez la question, est-ce que les Congolais comprennent au moins quelque chose ou pas? Ça, c'est notre problème. Mais je vais rappeler quelque chose d'important. Ça fait 25 ans de guerre d'usure. Toute une génération perdue. 5 millions de déplacés internes. 10 millions de Congolais tués, massacrés. Un génocide oublié. Plusieurs rapports des Nations Unies qui n'ont jamais été appliqués. Et je me pose une question. Et le récent, on ne l'a pas publié, l'intégralité. Il est caché à l'ONU. Le récent rapport de l'enquête menée par les experts de l'ONU. Voilà. Oui, je pense que tous ces rapports sont dans les tiroirs. Mais une question que les Congolais lucides, intelligents devraient se poser est la suivante. Pourquoi cette guerre perdure 25 ans durant? Pourquoi on ne parvient pas à trouver des solutions? J'ai posé une question claire. La question que vous posez est fondamentale. Croyez-vous en Obasanjo? Et quelle recette encore il va amener? Parce que il est celui qui avait amené Kinshasa avec la fameuse rébellion. Vous aimez bien la diplomatie. Là, l'armée rwandaise a pouvoir signer l'accord du 23 mars. Croyez-vous en lui? Alors qu'on je viens de vous dire ici que le parrain de la balkanisation est de retour. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que depuis 25 ans, ils n'ont pas atteint leur objectif. Voilà pourquoi on passe de négociation à négociation. L'objectif, c'est quoi? Balkaniser le pays, le Congo, les faire imploser et les piller sérieusement. Et ça a été décidé à Arkansas. Le problème est qu'on ne lit pas. L'histoire est très importante. Par les blancs Bill Clinton, Arkansas avait des hommes d'affaires américains, canadiens, anglo-saxons pour venir faire la guerre au Congo et l'imploser. Et là, j'ai dit, il faut faire un rappel historique. Et c'est important. Monsieur Kambal et Nixon en a parlé, au moins ce qui se passe au Congo. Moi, je vais voir un peu à l'extérieur. Quand la guerre de RCD a éclaté, deuxième guerre, le 2 août 1998, il y a eu un article de Marina Ottaway qui s'occupait d'un domaine qu'on appelle la démocratie et état de droit. Dans son article, il disait qu'il faut arriver à laisser les Africains se battre jusqu'à ce qu'ils s'imposent eux-mêmes des solutions. Donc la guerre peut perdurer comme les Africains ne veulent pas s'entendre, se laisser fatiguer. Ça, c'est Marina Ottaway. Deuxième personne, c'est Herman Cohen. Cohen n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit les Congolais font beaucoup de bruit pour rien. Les deux Kivu appartiennent au Rwanda. Donc, il faut que les Congolais acceptent que les Rwandais, les hommes d'affaires rwandais fassent des affaires et qu'on paie des impôts au Congo. Le document a été publié chez Les Potentiels quand j'étais de l'autre côté. Ne font-ils pas des affaires, les Rwandais, dans les deux Kivu, dans les grands Kivu? Ils sont déjà présents. Voilà. Mais il avait dit 50% des ressources financières qui font que le Rwanda soit ce qu'il est aujourd'hui, ça vient encore du Congo. C'est un complément dans ce qu'Herman avait dit. C'est pour que les gens comprennent où est-ce qu'on part. Parce qu'on est tellement naïf. On pense que tout le monde nous aime. Tout le monde vient nous développer. C'est la naïveté des Congolais. Et ça doit s'arrêter. Troisième personnalité, c'est Johnny Carson.
c'était noir américain. Il était secrétaire d'État adjoint. Sous-secrétaire d'État adjoint, donc sous-secrétaire d'État aux affaires africaines du temps d'Obama. Il a fait une déclaration en Amérique devant les experts, Brookings Institution, un think tank proche des démocrates. Il a dit, nous allons faire au Congo ce qu'on a fait en Yougoslavie, ce qu'on a fait au Soudan. Qu'est-ce qu'on a fait en Yougoslavie? L'Yougoslavie a implosé, le Soudan est en deux. Deux Soudans, le Nord et le Sud. C'est la même chose qu'on veut appliquer ici. Et la dernière personne, ça c'est une personne congolaise, Monseigneur Mirindi, évêque de Bougnan. Monseigneur est parti en Allemagne. On lui a montré la carte, avec 4 États. Il a fait l'homélie dans l'église. Il a expliqué, on est en train de déplacer les populations congolaises, on place les Rwandais à Kinshasa qui en parlent. Donc si nous parlons de tout ça, c'est pour que notre peuple se prenne en charge. Si les hommes politiques sont sous pression, il faut que les populations, je dis le peuple, se prennent en charge pour faire pression. Parce que ces gens-là comprendront quand ils verront des Congolais dans la rue. Et quand les Congolais vont sortir, demander à ce qu'on puisse libérer notre pays. On l'a fait en 2004, quand Kunda, avec Mutebouzi, ont pris Bukavu. Le peuple de Kinshasa est sorti. On était obligé de demander à Kunda Mutebouzi d'aller se cacher au Rwanda. C'est ça qu'on appelle les rapports de force. On est tellement naïfs. Même ceux qui ont beaucoup étudié ne comprennent pas ou bien ils sont complices. Parce que 10 millions de morts. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils viennent vous dire, droits de l'homme, voilà. État des droits, qui est un procès? Avant d'aller aux émotions. Non, il n'y a pas d'émotion ici. Il faut que notre peuple... C'est grave. Hein? On parle de 10 millions de morts. Ces gens qui veulent nous donner des leçons de démocratie, on n'en parle même pas. Chaque jour ici, on tue au Kivu. Je suis les médias occidentaux. Même pas des images. On a tué des personnes en Ukraine. On a fait du bruit. Donc il faudrait vite se réveiller pour sauver le Congo et sauver l'Afrique. Vous vous demandez à un chat de sauver la souris dans un carton. Est-ce que c'est faisable? Nous tournons du côté de Norbert Yamba. Le vide, c'est Joseph Nkinzo, société civile. Vous voulez bien qu'on invite pas seulement les politiques, vous voulez bien la société civile, mais il y a un vide. Et il nous a dit qu'il est celui-là, donc il est juste à côté. Voilà aussi notre difficulté. Norbert Yamba, expert et consultant international des questions de développement. Quelle est votre analyse personnelle, la recette Obasanjo? Obasanjo n'a pas joué un rôle capital dans l'élimination, l'éradication de Boko Haram au Nigeria. Le Nigeria est aussi en proie au terrorisme. Il est venu, il a été médiateur. Aujourd'hui, il amène une autre recette à Félix Tshisekedi. Alors, en tant que qui, le fameux sage d'Afrique, est-ce que vous croyez aussi en lui? Merci beaucoup. Et comment expliquer ce contraste? Luanda, Lourenço n'a pas encore fini le boulot. Kenya, même si la tête change, en attendant la décision de la Cour suprême de ce pays, c'est d'abord l'homme d'affaires Ruto qui est là. Mais pourquoi on ne fait pas confiance au schéma des Nairobi qui a déjà commencé à faire déployer la force régionale? Pourquoi on ne fait pas foi à la démarche de Lourenço, notre voisin le plus proche? On va encore chercher au Obasanjo. En tout cas, merci Fabien. Merci, vraiment merci. J'ai un problème dans mon cœur. C'est horrible. Pour des choses élémentaires, nous sommes en train vraiment de gesticuler, de philosopher comme si c'est mystique ce que nous sommes en train d'observer au moment où les vérités sont axiomatiques, mathématiques, mécaniques. La géopolitique internationale aujourd'hui est axée sur l'occupation des terrains stratégiques. Les terrains stratégiques sont des pays qui ont des ressources. Surtout que la révolution numérique va entraîner une guerre numérique. On y est dedans.
Il faut donc occuper des espaces qui visiblement regorgent ces ressources numériques. Et voilà, il y a un certain nombre de pays qui sont dans les visères de puissance d'argent. C'est très clair, dont le Congo. Alors, pour réussir naturellement ce défi, l'Occident met en place un certain nombre d'instruments. D'abord en commençant par l'ONU, parce que j'ai entendu vous insister sur les rapports de l'ONU, etc. Et vous savez combien de fois l'ONU a fait des rapports, et vous connaissez quels sont les résultats. C'est très important, il n'y a pas que ça, il y a des institutions financières internationales, que ce soit de Bretton Woods ou de puissance régionale. Il n'y a pas que ça, il y a des ONG. Vous entendez, n'est-ce pas, des déclarations qui sont faites par des ONG, naturellement, pour aller dans la direction de confirmer, de consolider, n'est-ce pas, la version des puissances d'argent. Vous avez également des médias. Les instruments sont nombreux. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Aujourd'hui, qu'il y a renaissance d'une certaine guerre froide entre l'Orient et l'Occident. Et puis donc, l'Occident qui a occupé par le passé les terrains a mis en place son schéma d'aller dans la logique de Berlin, de berliniser naturellement l'Afrique. Le Congo dans le viseur, le Nigeria dans le viseur, le Soudan y a été, l'Éthiopie, le Mali, la République centrafricaine, etc. Est-ce que les hommes du président Tshisekedi comprennent-ils ces hommes en cette matière sécuritaire, stratégique, géopolitique et même politique internationale? Est-ce que ces hommes maîtrisent tous ces paramètres? Est-ce qu'ils peuvent l'aider à ne pas céder à la pression des grands du monde à travers Obasanjo? Alors, Fabien, touchons d'abord le problème, on parlera des hommes après. Si on aura compris le problème, on détermine les hommes qui ont les profils, qui peuvent faire le travail. Mais ils sont là, ils sont en train véritablement de travailler avec les chefs, et les chefs sont en train de prendre un certain nombre d'orientations. Je crois que grâce à ce qui l'entoure, ça c'est évident, c'est tellement que nous sommes là pour renforcer davantage ce qu'ils doivent prendre comme disposition, etc. Donc je voudrais simplement dire que ces instruments qui existent, qui visiblement portent la volonté de l'Occident, etc., sont suppléés également par ce qu'on peut appeler des personnes ressources. Généralement, on les recrute parmi les anciens chefs d'État, parmi les prix Nobel, qui ont une certaine étiquette, qui peuvent, avec sourire, généralement, qui ont reçu des médailles, qui ont reçu des trophées, qui peuvent avoir une influence grandissante dans leur société. Et lorsqu'ils disent quelque chose, on croit que bon, c'est Dieu qui a parlé, compagnie, etc. Ça, c'est dans le schéma occidental. Et maintenant, tous ces gens-là, pour asseoir cette volonté, ils recrutent des soldats. Et dans le recrutement des soldats, qui jouent aussi le rôle de courtier, de commissionnaire, pour les cas d'espèces, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, etc., qui sont nos voisins et qui partagent avec nous un certain nombre de choses. Et voilà, vous avez d'une part les instruments de pénétration, vous avez les soldats qui travaillent justement pour faire leur volonté, et à l'interne, vous avez des courtiers, des relais volontaires. Et c'est dans ce contexte-là que vous avez vu dans les schémas, je crois que c'est mon frère Freddy qui venait de parler de quatre pays, 4 États qui sont en prévision véritablement de remplacer, de démembrer le Congo, etc. Tidjane dit certainement que c'est 4, mais on peut aller jusqu'à 5. Et le montage est là déjà organisé dans cette perspective. Alors, maintenant, il faut que l'autre vienne. Et cette filière a commencé par l'AFDL, que nous avons cru naturellement travailler pour faire partie des dictateurs. AFDL arrive, les institutions politiques sont infectées naturellement avec les étrangers. On a connu des chefs d'état-major dans ce pays, compagnie, etc. Et l'AFDL, certes, s'incristallise, et puis il y a un bourgeonnement d'une autre rébellion, et cette fois-là, c'était le RCD.
Après le RCD, vous avez le CNDP. Après le CNDP, vous avez le M23. Alors maintenant, la tendance, si le spécialiste des négociations, il est là, encore que les négociations n'ont pas réussi au Nigeria, jusqu'à preuve du contraire, les Nigériens dans le viseur. En fait. Cette efficacité aurait pu véritablement se percevoir avec beaucoup d'Arabes qui sont soutenus d'ailleurs de l'extérieur, c'est connu. Et donc, on vient, on vous dit, non, vous êtes crédible, vous avez été l'ancien chef d'État, vous avez laissé le pouvoir, vous avez compris par vos Congolais, surtout que ce sont des hommes résignés et des naïfs, etc. Et voilà, il nous revient. Il nous revient pour qu'on organise une sorte de dialogue, de négociation, où on va encore accepter une filière. Et vous entendez les déclarations de nos compatriotes, les quelques qui ont été recrutés pour besoin de la cause, en train de dire, mais nous sommes Congolais, nous voulons ceci, nous. Et lui dit, mais ce sont des Congolais. Si je comprends bien, pour relancer ce débat, Norbert Yamba, c'est extrêmement important. Nous sommes en direct sur YouTube, beaucoup de réactions, beaucoup de gens nous suivent à travers le monde, ils sont intéressés. Dialogue, schéma, Obasanjo, tout le monde le soutient autour de ces tables. Dialogue qui pourrait amener ceux qui ne sont pas dans ce qu'on appelle... Non, on ne soutient pas ça. Non, tout le monde l'a soulevé ici autour de ces tables. Dialogue qui va impliquer ceux qui ne sont pas dans ce qu'on appelle mangeoire, de venir aux affaires pour manger aussi. On va glisser, glissement ou glissade. Et au-delà du glissement, tu sais qu'il dit désavouer ou encourager. Donc nous allons vers quel lendemain? Ça c'est très important pour ceux qui nous suivent. Donc, parce qu'en réalité, on a étudié la mentalité de l'élite politique. Cette mentalité est fondamentalement mercantiliste en termes de positionnement dans les institutions de la République. Ce dialogue va permettre naturellement une sorte de reconfiguration, n'est-ce pas, de l'arsenal politique et institutionnel. Et donc, on aura, et on va imposer que les autres arrivent. À ce moment-là, les militaires de M23 seront intégrés, comme par le passé, en termes de brassage dans l'armée. Les politiques, sans tenir compte de ce qu'ils représentent en termes de nationalité, ils vont aussi assumer des responsabilités, etc. Et donc, on sera toujours infecté dans les différentes institutions de la République. Entre-temps, il y aura... Excusez. Éternel dialogue et le pays... épillé, sous occupation, éternel dialogue. Mais c'est ça le schéma, non? Et alors maintenant, il y aura un bourgeon. Je crois que c'est le bourgeon, non? C'est le bourgeon. Il y aura un bourgeon, un petit groupe qui finalement, malgré les accords, vont dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et il y aura encore une deuxième rébellion qui va venir et qui va utiliser le même schéma Obasanjo pour que finalement, on organise un référendum, je termine par là, comme on a fait au Soudan, pour dire qu'ils sont d'accord, il faut aller à Goma. J'ai étudié à Bukavu, je connais ce qu'il y a, etc. Vous allez voir le nombre de personnes qui se trouvent là-bas. Les jours, on dira, écoutez, soulevez les doigts, qui sont d'accord pour que ça puisse partir. Et si ce cas est terminé, on va attaquer une autre province. D'ici là, si on réussit le coup, il y aura des rois télés dans plusieurs provinces, etc. La perspective, c'est de balkaniser le Congo parce que la construction d'un État fédéral d'Afrique est combattue parce qu'à ce moment-là, ce combat risque d'être gagné par les Africains. Il faut donc arrêter la dynamique. Et la dynamique commence par le Congo, qui constitue la gâchette du revolver. Norbert, merci pour ces analyses qui nous mettent la puce à l'oreille. Le schéma, en fait, Obasanjo a aussi été reçu ou a pris langue avec Vital Kamerhe. Il semble que Vital Kamerhe était là, mais bien avant, il avait aussi annoncé des consultations avec des ambassadeurs. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Monsieur Kambale, au Centre pour la gouvernance? D'abord, Fabien, Obasanjo vient pour un schéma, Kamerhe annonce un autre schéma, mais il déplore l'absence d'un leadership visionnaire et éclairé au pays. Je ne sais pas si c'est lui l'alternance ou l'alternative. Alors finalement, on ne comprend pas un flou artistique au Congo, alors que Bounagan est occupé plus de 80 jours. Je ne sais pas si vous avez suivi M. Norbert. Il vous a indiqué la manière dont les choses se passent. On a étudié l'homme congolais, on l'a étudié,
on sait que voici ce qu'il aime, ainsi de suite. Et nous sommes dans ce schéma-là. Mais ici, il faut distinguer des choses. Il y a le schéma Obasanjo qui essaie de voir comment privilégier, revenir. Donc, parce que dans les processus de Nairobi, il y a deux aspects. Il y avait le volet politique et le volet militaire. Les militaires, c'est avec le déploiement. Mais le volet politique nous a amené à négocier avec les groupes armés. Mais dès lors qu'il y a un rapport qui dit que c'est le Rwanda qui est là, donc ce volet politique doit être extirpé. On ne doit plus parler de négociation parce qu'ici nous avons affaire à une agression. Et que donc, tout celui qui va venir avec l'option dialogue, donc évidemment, il va nous amener dans ce cycle-là infernal qui va nous amener finalement à arriver à ce que Nobel venait de dire. Parce qu'aujourd'hui, Bunagana est occupé. Qui sont ces populations qui sont à Bunagana aujourd'hui? Personne ne les contrôle. Parce que la plupart des populations congolaises avaient fui, refusant d'être administrées par le M23. Qui sont ces populations qui sont là? Il n'est pas exclu qu'on commence à repeupler Bunagana par d'autres personnes. Et surtout que nous sommes allés d'aller vers les élections, il y aura un enrôlement. Qui sont ceux-là où va enrôler à Bunagana? Donc, tout celui qui vient aujourd'hui avec un schéma dialogue, on doit lui réserver un feu de recevoir. Que ce soit Vital. Vital va négocier, il dit qu'il a son plan, qu'il va consulter la société civile, et ainsi de suite. Et les ambassadeurs, c'est pour quelle crise? Est-ce qu'il peut dire qu'il y a une crise politique aujourd'hui? Pour que tout ce monde-là soit... Ou bien nous faisons face à une agression. Si c'est une agression, à quoi, qu'est-ce que le dialogue entre nous va faire pour qu'on termine l'agression? Par contre, si on pouvait dire, comme le chef de l'État a déjà dit que nous avons affaire à une agression, la société civile est revenue plusieurs fois sur la question, tout ce qui restait c'était quoi? On se mobilise parce qu'il y a déjà un appel de mobilisation pour qu'au bout de dehors l'agresseur. Les dialogues là qu'on a proposés, c'est pourquoi évidemment ce que Norbert vient de dire ici, on veut se partager une nouvelle fois de poste. Donc nous sommes dans le même schéma. Les postes, le nombril d'abord et ses besoins, oui. Et puis l'agression du Congo, les pillages, les massacres, c'est rien. S'il faut glisser, glissons. Glissons. Ah. C'est un champ de gens. Oui. Ils viennent puiser. Un champ de maïs ou de manioc? Un champ de manioc. C'est tout. Joseph Nkizo, coordonnateur de CASC, vous êtes de la société civile. Bienvenue, on se plaignait déjà beaucoup ici. Je crois que le spectacle de nos routes est le même à ces heures de pointe. Apparemment, l'osage Obasanjo semble être le bienvenu pour votre société civile. Merci beaucoup et son plan, où ça recette. Cette opportunité que vous nous offrez à parler à notre population qui croupit sous cette misère, sous cette agression qui n'a jamais été aussi dénoncée au sommet du pays que pour le moment. On sent le chef de l'État prendre ce risque de dénoncer l'agression en le disant à son juste mot. Et ça, nous apprécions, non seulement au niveau de la société civile, mais au niveau de toute la population, puisqu'on s'est dit, si on n'attaque pas le mot à sa racine, on sera toujours sous ses jougs. Est-il vrai qu'on peut parler de racine? Je ne pense pas que l'on pourrait parler d'une racine venant du Rwanda seulement. Voilà. Je pense que c'est là où il y a le tronc de l'arbre qui nous fait ombrage, mais sa racine est ailleurs. Nos partenaires au niveau international doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent du Congo et quel genre de coopération avec le Congo. Obasanjo arrive à Kinshasa. Oui, il est le bienvenu puisque les solutions aux problèmes africains ne seront trouvées qu'au niveau des Africains. Et Obasanjo vient d'un des grands pays d'Afrique qui connaissent le même genre de pression, mais sous différentes formes. La RDC, c'est un pays qui est estimé qu'il ne doit pas jouir de son indépendance totale, de sa souveraineté pour rester un espace de nation qui serait exploité à tout moment quand le besoin se présente. Donc on envoie des distracteurs. Alors, c'est des distractions que nous ne saurons pas cautionner en tant que Congolais.
Voilà pourquoi nous estimons qu'il y a 3 niveaux où nous devons trouver des solutions, nous en tant que Congolais. D'abord au niveau politique, où nos dirigeants doivent prendre des responsabilités à main. Au niveau de coopération internationale, où nous devons définir clairement qui est partenaire de la RDC et pourquoi faire avec. Au niveau communautaire, où nous ne devons pas relayer les animateurs de l'agression. Voilà pourquoi, à notre niveau, je dirige la LIPAD, qui est la Ligue des leaders pour la paix et le développement. Cette LIPAD regroupe les anciens présidents de la société civile au niveau national et provincial, particulièrement au Sud Kivu, les anciens animateurs des organisations internationales et l'actuel président et coordonnateur des organisations nationales. Pourquoi nous nous sommes regroupés au sein de la LIPAD? Nous voulons organiser une table ronde au Sud Kivu sur la paix. Ça, c'est votre recette à vous, mais aussi. Exactement. Alors, mais que dire de ceux qui pensent que Obasanjo est au service des réseaux mafieux et puis proche de Kagame, on parle aussi de ce fameux démocrate Mo Ibrahim. J'ai difficile à attester cela, puisque je continue à croire que Obasanjo c'est un Africain et qui pourrait accompagner la RDC, tant soit peu. Mais ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Est-ce qu'il y a 14 ans, il n'était pas ici il n'avait pas une autre... Est-ce que ce n'est pas lui qui avait dans sa vie... Comme je vous l'ai dit, nous devons attaquer le problème à la racine. Qui agresse la RDC? Et c'est quoi son objectif? Je suis très heureux de me retrouver autour de ce plateau avec un des militants de l'autonomie de la RDC, qui est Freddy Mulumba. C'est un monsieur que je vois de loin, mais que je respecte beaucoup, puisqu'il s'est battu bec et ongle. Et il en subit des fois des conséquences, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il se bat pour que le pays reste uni et unique. La RDC est unique à son genre. La déstabilisation de Mulumba, ça vient aussi d'ailleurs. La RDC reste unique à son genre. Et à l'interne et à l'externe, tout le monde qui défendra l'autonomie de ces pays doit serrer bien sa ceinture. Puis ne sera pas l'enfant bien-aimé de tout ce complot au niveau international. Et moi, je prie pour le chef de l'État qui actuellement a accepté d'énoncer cela. Les disant sans embâche. Alors, je voudrais ici dire que les fils des pays de ces pays, les fils des filles de ces pays doivent se battre bec et ongle pour défendre l'intégrité du territoire. Cette pression ne se limite pas au niveau du Rwanda. C'est un complot international et nous devons le dénoncer. Mais aussi ramener tous les citoyens congolais autour d'une table, discuter et trouver de voies et moyens pour défendre la patrie. Vous relayez Norbert Yamba le vendredi passé l'avait dit, ah ben, les acteurs sont connus et leur jeu, il faut y conjuguer une synergie interne. Exactement. Norbert, je ne me suis pas trompé, voilà. Exactement. Une synergie interne. Exactement. Oui. Freddy Mulumba. Oui, je pense que le temps est grave. Je suis nos télévisions. On ne voit pas comment le monde tourne. Notre avenir en tant qu'État, en tant que nation, en tant que continent, dépend de ce qui va se passer en Ukraine. Pourquoi je l'ai dit? Poutine vient d'occuper une grande partie de l'Ukraine. Vous savez toutes les informations. Le droit international est remis en cause aujourd'hui. Il y a déjà des gens qui parlent, qui disent, pour résoudre la question de l'Ukraine, il faut céder quelques terres à Poutine. Premier élément. Deuxième élément, l'histoire montre que quand il y a de grandes puissances qui déclinent, d'autres qui émergent, il y a affrontement. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? On partage le monde et on revoit les frontières. Pour ceux qui ont le sens de l'histoire, il y a l'Empire ottoman, les Turcs aujourd'hui, qui avait dominé l'Europe. Quand il a décliné, on a revu les frontières. C'est ainsi que vous avez la Syrie, vous avez l'Irak, vous avez l'actuelle Turquie. C'est parce que la grande puissance s'est désintégrée. Aujourd'hui, l'Amérique se retire du monde, n'a plus de moyens qu'il avait auparavant.
quelles que soient ces guerres qu'on fait là. C'est une façon de se retirer du monde. Les villes qui vont rester seront occupées par des puissances qui vont émerger, qui émergent, et par des acteurs non étatiques. Acteurs non étatiques, c'est qui? Les multinationales et Al-Qaïda. Ils sont chez nous ici. Au nord, vous avez au nord Kivu. À Beni, vous avez Al-Qaïda. Donc on appelle ça quoi? Adef Nalou. Au sud, vous avez les multinationales qui nous pillent. Donc moi, je pense que le moment est arrivé que les Congolais comprennent qu'on profite de cette situation, de ces mutations, pour construire un véritable État. Et pour cela, j'ai dit, il faut de nouvelles élites. Nos élites sont médiocres. Il faut les changer si on veut demain que ça change. Si on ne fait rien, on va pleurer. C'est ni la Chine, je l'ai dit la fois dernière, ni la Russie, ni l'Amérique qui viendra nous sauver. Donc nous avons notre destin en main. Donc si je vois un peu ici, on est en train de partager le monde. À Kinshasa, les gens disent oh non, allons aux élections. Alors, on ne comprend pas. Vous êtes contre un dialogue si réellement le schéma au Obasanjo, avec ces réseaux, c'est vraiment le dialogue, vous êtes opposé? Non, je dis ceci, il n'y a pas à être pour un dialogue. Le président Tshisekedi a dit très clairement, nous sommes agressés. Quand vous êtes agressé, on fait comment? On fait la guerre pour chasser ceux qui occupent votre territoire. Entre-temps, on fait la diplomatie. Et puis, on mobilise le peuple. Mais que font nos élites? Alors, il y a une question d'un internaute. Pourquoi, parce qu'on est suivi en direct sur notre chaîne YouTube, pourquoi l'armée, les FARDC, n'attaquent pas les incirconcis? Bon, il a emprunté mon expression, à Bunagana. Pourquoi on les laisse là-bas? L'armée a besoin de se renforcer. Non, attends, je vais expliquer pourquoi. Vous voyez, quand Blinken est arrivé ici, il n'a pas été très clair. Ça prouve que ceux qui tirent les ficelles, ils sont à l'étranger. Ce sont des globalistes qui sont à Kigali. Est-ce que c'est par hasard que vous avez vu Kagame, elle a acheté des territoires, des terrains à Brazzaville? Et c'est gratuit. Voilà les débats que les Congolais devraient quand même faire à l'université et dans les médias. Que passer tout le temps avec tous ces médiocres des politiciens qui ne pensent qu'aux élections pour manger, dormir. Donc c'est aux gens qui sont des sangs lucides. L'histoire va nous condamner sévèrement. Nixon, nous amorçons l'atterrissage. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que vous êtes la seule société civile efficace qui puisse quand même faire fléchir les dirigeants du Congo pour ne pas accepter un schéma. Si Washington tape sur les doigts des dirigeants congolais, mais ce dialogue finira par avoir lieu. Il y a déjà Burundais, Kenyans chez nous. Mais l'élite n'était pas d'accord ici. Fabien, la solution est simple. Il n'y a pas de solution. Nous faisons face à une agression. Dans l'histoire, il y a des pays qui ont été occupés et il n'y avait qu'une seule solution, la mobilisation. Vous parlez de la Chine. La Chine est occupée et la mobilisation, c'est ce qui nous reste. Quand nous allons aller aux élections, le problème est que nous allons aux élections, comment? Il n'y a pas moyen. On va faire le dialogue pour dire quoi aujourd'hui? Parce que la question est de savoir, oui, on va au dialogue, oui, mais la question sera quoi? Qu'on amène les M23, ceux-là qu'on qualifie de terroristes, qu'on les amène, parler avec eux? Si le problème c'est l'agression, mobilisons-nous, comme on a fait en 2004, hein, pour que ceux-là qui tirent les ficelles dans le noir puissent comprendre que ça c'est un autre débat. Il faut mettre fin vite à cette aventure ici. Mais lorsque nous ne faisons rien, évidemment, vous parlez de l'armée. L'armée a besoin d'être renforcée. L'armée a besoin d'être revigorée. L'armée a besoin d'autres. Nous dénonçons chaque jour les infiltrations au sein de l'armée. Ce n'est pas possible. On dit que notre armée est la 10e puissance en Afrique. Comment une 10e puissance en Afrique ne sait pas mettre fin à quelques individus? Donc, il y a un problème. Ce sont ces questions-là. Et ces questions ne sont pas des questions à débattre dans des plénières, dans des forums. Ce sont des questions qui nécessitent de hautes stratégies pour savoir comment faire pour que les choses aillent vite. Et pendant ce temps, j'apprécie évidemment l'initiative des jeunes aujourd'hui. La mobilisation qui ça se passe
au nord aussi, même ici, hein, qui continuent à se mobiliser pour soutenir, pour donner de la morale aux FARDC. Que font nos acteurs politiques? Évidemment, c'est là où ça pose problème. Là où j'abonde comme Norbert l'a dit. Les dialogues, ça sera, évidemment, on revient pour le partage équitable et équilibré. Et ce sera la même aventure. Et quand c'est la même aventure, nous sommes allés, nous irons pour la voir. Alors, moi, je crois que l'option du dialogue, on doit se le dire clairement, si nous voulons ce pays, doit être mis à l'écart. Que ce soit dans le processus de Nairobi, l'aspect dialogue avec les groupes armés doit être mis à l'écart. Voilà. Une réaction rapide avant Norbert, oui. Nous ne parlons pas de dialogue national. J'ai parlé des dialogues au niveau des provinces agressées, des provinces sous la même mise de l'agresseur. Est-ce que c'est une première? Le dialogue en question, c'est un dialogue de mobilisation de toutes les couches sociales, les forces sociales des différentes provinces agressées. Mais le dialogue du gouvernement national, pourquoi faire? Au niveau national, c'est renforcer notre armée, c'est renforcer notre diplomatie, c'est renforcer le pouvoir de l'État. Mais un dialogue au niveau national pour partager encore le pouvoir, pour encore une fois réintégrer les gens du M23 que nous avons venant de l'extérieur, non, il n'est pas question d'un dialogue au niveau national pour encore une fois remettre en cause la souveraineté de l'État, le pouvoir électoral, la démocratie au niveau national. Non, il n'est pas question. Mais du moins au niveau communautaire, il faut un dialogue où chacun prend ses responsabilités. Il n'est pas question de prendre un Congolais, le mettre au niveau le plus visible pour dire, ben, derrière toi, nous alignons des Rwandais et d'autres venant, je ne sais pas d'où, et nous dire c'est une rébellion. Il n'y a pas de rébellion en RDC. Nous sommes agressés et nous devons prendre conscience. Mais il n'est pas question qu'un Congolais se retrouve en train de travailler avec des agresseurs. Ah, voilà. D'où il faut des dialogues au niveau communautaire. Merci, M. Kizo. Norbert Yamba, il s'observe une sorte de dynamique autour du docteur Mukwege. On dirait un potentiel candidat président de la République avec le soutien de certains réseaux aussi ailleurs. Je ne sais pas si c'est votre regard. Finalement, on sent que ce qui intéresse les commanditaires des massacres ici et pillages, c'est le pouvoir qu'on fait miroiter aux Congolais. Dans le cadre de pression pour que Tshisekedi Tshilombo n'accepte pas un dialogue avec ces gens, qu'est-ce que vous prenez comme démarche? Mobilisation? Je suis très inquiet parce que je suis panafricaniste. J'ai toujours proposé qu'il y ait des projets intégrateurs, des projets fédérateurs entre les pays africains qui sont voisins, qui sont éloignés pour qu'on crée des interactions dynamiques. Mais lorsque j'observe certains États africains qui n'ont rien encore compris que nous avons un défi commun, le destin de l'Afrique dans son ensemble, la création d'un État fédéral, et qui aujourd'hui sont en train de remettre en question la dynamique de l'agenda 2063, c'est pitoyable. Je voudrais également dire qu'il faut arrêter cette histoire qu'il n'y a pas de visionnaires éclairés, je ne sais pas, clairvoyants, compagnie, etc. Parce que quand j'écoute les uns et les autres, j'ai comme l'impression qu'on est en train de nous rééditer les différentes recettes qui ont été déjà proposées et qui, en fait, n'ont pas connu une évolution positive. Encore que ce n'est pas seulement suffisant de dire que, voilà, je voudrais ceci. Il faut les termes de référence. Et que dans ces termes de référence, nous sachions quelle est la nouvelle innovation que l'on apporte, que l'on n'a pas pu faire par le passé. J'ai entendu mon ami Joseph parler de mobilisation communautaire. Moi, je parle de la mobilisation communautaire, en fait. Ce n'est pas une question de dialogue. C'est une mise à niveau pour que tous nous puissions voir dans la même direction. Et ça, c'est le souhait de tout le monde aujourd'hui. Encore qu'il ne faut pas s'arrêter seulement dans les provinces qui sont touchées aujourd'hui. C'est une question qui concerne le Congo, et le Congo va être saucissonné à 4 à 5. Nous voulons qu'aujourd'hui, plus que jamais, la société civile, les provinces agressées, les provinces non agressées, la diaspora qui passe tout son temps à insulter compagnie, etc. L'opposition qui ne comprend rien parce que leur scolaire propose l'alternative par les puissances d'argent, ils trouvent que bon demain, autant que je m'y mette, etc. Et qu'ensemble, nous puissions construire un pacte républicain pour dire plus jamais ça. Parce que, croyez-moi, si quelqu'un va venir aujourd'hui prendre, demain, c'est la même chose qui va se passer parce que leur souci, c'est de pouvoir prendre nos richesses. Mais je termine en disant que la guerre dans l'Est, c'est une question de convergence d'intérêts.
la convergence d'intérêts entre les internationaux, que d'aucuns ont parlé des acteurs non étatiques qui sont devenus plus puissants que certains États, les multinationales, mais accompagnés par leurs États. Et nous avons les commissionnaires de la sous-région, qui sont en fait... Parce que souvent, on exagère un peu, dire Kagame, ceci, Kagame. Moi j'ai étudié à Bukavu, je connais Tchagougou, je connais Kizei, je connais Kigali, compagnie, etc. Quand vous regardez ça, c'est moins que les territoires de l'homme qui a 26 346 000 km². Donc il ne faut pas tellement exagérer les choses. Mais le grand problème, c'est qu'il y a des vautours internationaux. Mais aussi à l'intérieur, il y a des relais volontaires. Ceux qui se disent, on est intelligent, on propose des choses, non, ils sont dans les secrets. Il faut faire attention. Il faut faire attention par rapport à ça. Moi, j'estime qu'il faut qu'il y ait un calumet de la paix entre tous les Congolais. Que ce soit ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit ceux qui sont au Congo. C'est le destin de la République qui est mis en jeu. Qui doit faire ça? Mais qui doit faire ça? Comme le président de la République avait déjà annoncé que c'est une agression. Et donc, c'est le président de la République de mobiliser l'ensemble du territoire national. De mobiliser. Moi, j'ai vu en 1978, lorsqu'il y avait la guerre à Moba, même dans le village, Mobutu demande à ce qu'on fasse les cotisations. Un bon côté, eh bien, écoute, qu'il amène ne serait-ce que la Chikwanga pour amener aux militaires. Ça a été fait. On sait qu'on attend. Parce que maintenant, quand on tient compte de ces expériences qui minent compagnie, etc., d'un certain nombre de personnes qui ont un carnet d'adresses, etc., on attendra longtemps et on va nous diviser au moment où la tendance générale aujourd'hui c'est à l'unisson et le Congo va souffrir à cause de ses richesses. Il faut donc que la société civile, alors une société civile aussi qui doit cesser des appétits gloutons pour aller dans la recherche des postes, compagnie, etc. L'opposition, la diaspora, etc. Tous, les chercheurs, les intellectuels et les militaires. Il n'y a pas longtemps, nos militaires étaient debout, nos militaires étaient engagés, nos militaires étaient déterminés. Qui les a découragés? Mais ne poussez pas à rester dans cette position, je ne sais pas. Non, je pense que, vous savez, malgré nous vivons ça, vous voyez, des gens qui quittent des milliers de kilomètres, qui viennent ici pour nous dire ce que nous devons faire. Ces ambitieux-là, qui sont venus au 15e, qui sont revenus au 19e siècle et qui continuent véritablement à comprendre qu'il n'y a qu'eux qui ont reçu la mission civilisatrice et qui doivent nous donner des injonctions. Ça aussi, il faut à un moment donné décoloniser notre manière de voir les choses pour qu'on se détermine. On n'a pas encore tenté cette expérience-là. Tentons. Si on va nous exterminer, qu'on nous extermine, il y aura toujours 2-3 personnes qui vont rester. Voilà. À ce moment-là, les Africains prendront davantage conscience. Voilà. Vous avez vu le Sénégalais Macky Sall, il est arrivé au Mali, il a été accueilli gentiment comme président de l'Union africaine. Et vous avez comme on l'a réussi. C'est symbolique, moi je suis panafricain. Au lieu de les recevoir avec des bouquets de fleurs à l'occidental, on lui a donné le nkasso. Et puis les jeunes gens qui auraient pu s'habiller en robe à l'occidental se sont habillés en raffia. C'est vous dire en fait que l'Afrique, je ne voudrais pas dire qu'on va rester dans la raffia. Nous devons aussi inventer nos propres habits, pourquoi pas. Voilà. Mais il faut à un moment donné que nous prenions le courage et la détermination de tenter les nouvelles expériences que nous n'avons jamais faites. Merci Norbert. Freddy, donc ça sera votre tour pour clôturer, mais il y a Franck Mbonigaba qui propose sur la toile, en train de nous suivre depuis donc en direct sur YouTube. À défaut, qu'est-ce qu'il propose? La solution, c'est suspendre la Constitution. 2. Mobiliser le peuple. 3. Convoquer une conférence nationale. 4. Bâtir une armée forte. Et puis, la meilleure défense, c'est l'attaque. Une réaction et puis vous terminez. Oui, je suis d'accord avec lui. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous savez, le Rwanda fait ce qu'il fait là. Si nous mettons 500 commandos, et le lendemain, on se trouve ces gens à Kigali. C'est la panique. Il faut nous faire ça. Pour qu'on nous prenne au sérieux, je vous dis la fois dernière ici, quand vous dites que le Rwanda nous attaque, les gens ne comprennent pas. Un petit pays comme ça. Si le Rwanda nous attaque, il fait ce qu'il veut, c'est parce qu'il y a des complices à l'intérieur. Donc il faut un jour, Kagame se réveille devant lui, il a des commandos congolais. Rapport de force. Sur le plan psychologique, les choses changent. Mais il faut aussi aller plus loin. Je pense que nous sommes dans un tournant historique. Il faut prendre rendez-vous avec l'histoire. Ceux qui vont prendre rendez-vous avec l'histoire vont laisser leur nom dans l'histoire. Concrètement, vous s'appelez à quoi? Non, il faudrait que ceux qui font la politique le sachent.
Après eux, qu'est-ce qu'on va dire? Mais il y a beaucoup de mercenaires en politique. Oui, mais ils seront écartés, ne t'en fais pas. Ils seront écartés. Donc ce qui se joue ici, c'est, comment j'appelle, la deuxième indépendance du pays. Le contrôle de nos richesses pour nos populations et pour toute l'Afrique. Je reprends toujours, toute l'Afrique nous attend. Mais le problème est qu'il n'y a pas de gens qui sont conscients, qui sont au pouvoir au Kinshasa. Parce que quand vous regardez des discussions entre les politiciens, ça fait pleurer. On se pose la question, beaucoup de gens se disent, mais à Kinshasa, là, est-ce qu'il y a des gens? Tout le monde est dans la danse, tout le monde boit. C'est du jamais vu. Je suis pragmatique. Oui. C'est la dernière question que je vous pose. Les Congolais de l'Est, les Congolais de toutes les autres parties du pays, si vous faites les sondages, ou bien si vous faites l'évaluation, ils étaient contre l'arrivée d'une force régionale. Mais les Burundais sont là. On dit aussi que les Kenyans sont là. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, quel peuple nous sommes? Vous ne voulez pas du dialogue. Mais si demain vous apprenez qu'il y a un dialogue avec les Rwandais du M23, vous allez dire quoi? Non, je pense qu'il faut comprendre. En politique étrangère, il y a des pressions internationales. Si le peuple est mobilisé, ça donne la possibilité au président d'avoir des marges de manœuvre pour négocier. C'est ça. Il va dire, le peuple n'est pas d'accord. Mais quand vous êtes dans des bars, dans des églises, on va dire quoi? Les gens doivent arrêter de prier? Non, non, pas arrêter de prier. De prendre conscience que les intérêts du Congo sont menacés. Voilà. Joseph, votre conclusion. Il n'y aura pas intégration du M23. Il n'y aura pas de dialogue avec le M23. Mais si ceux qui leur ont donné les armes et les moyens imposent ça. On a besoin d'une armée pour remettre ces agresseurs à Kigali. On a besoin d'une mobilisation nationale en passant par une prise de conscience pour l'autonomie de la République. On a besoin d'un pouvoir effectif de l'État sur l'autonomie de la République. Et ça, la garantie de tout cela, c'est le chef de l'État. Merci beaucoup. Et son gouvernement. Voilà. Il n'est pas question de dialogue avec ces gens qui nous agressent. Vous avez suivi. Alors, l'élite, le peuple compte sur vous. Et on a dit que si vous acceptez encore, eh ben, c'est notre mort. Nous avons commis assez d'erreurs. Avant Sun City, après Sun City, le résultat est là. On nous a plombé la vie. Écoutez ces éminentes personnalités dont vous saluez les interventions. Josué Loukoussa à Tunis, Jonathan Mabiala qui y a salué tous ces échanges, Pasteur John et puis Nambawan depuis Lusambo, Foulungandwe. Vous êtes très nombreux. On voit, c'est pas facile de revenir. Gédéon, et puis Tourve TV et aussi Hippolyte. Vous êtes très nombreux avec ces interventions que nous ne saurons pas lire. Il n'y a pas de Mabanga, mais c'est plutôt des gens qui réagissent en direct et qui disent que mieux vaut écouter des choses comme ça qu'aller écouter les injures entre Congolais. Merci. Nixon, merci. Voilà Norbert, merci Joseph. Vous nous avez rejoint avec un retard, ça ne dépendait pas de vous. Et Freddy Moulumba, voilà. Vendredi prochain, nous allons marquer une pause en prenant les politiques des camps pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de ce plan au Bas-Sanjo. Et nous reviendrons après pour encore matisser le niveau. À très bientôt. Au revoir.